Bonjour, Martin Heidegger pour l'agrégation. Dans les chemins qui mènent nulle part, l'époque des conceptions du monde. Quant au mot d'image, il fait d'abord penser à la reproduction de quelque chose. Un Weltbild serait alors comme un tableau de l'étang dans sa totalité. Cependant, Weltbild dit plus, car nous entendons bien par là le monde, Welt lui-même, l'étang dans sa totalité, ainsi qu'il nous impose ces divers ordres de mesure. Image, Bild, désigne donc ici non un simple décalque, mais ce qui se fait entendre dans la tournure allemande. Wir sind über etwas im Bilde. Mot à mot, nous sommes, quant à quelque chose, dans l'image. C'est-à-dire nous sommes fixés à propos de cette chose. Ce qui veut dire l'affaire en question est telle que nous savons précisément de quoi il retourne. Se faire idée de quelque chose de façon à être fixé, c'est donc placer l'étang lui-même devant soi pour voir de quoi il s'agit. Et l'ayant ainsi fixé, le maintenir constamment dans cette représentation. Cependant, il manque encore un moment décisif pour la détermination du Bild. Nous avons idée de nous sommes fixés quant à quelque chose. Cela ne veut pas seulement dire que l'étang nous soit présent dans la représentation, mais que nous le tenions devant nous, en tout ce qui relève de lui, en tout ce en quoi il consiste comme système. Dans avoir idée d'eux, être fixé, on sent raisonner encore, être à la page, être fin prêt, s'orienter sur la chose visée. Là où le monde devient image conçue, Bild, la totalité de l'étang est comprise et fixée comme ce sur quoi l'homme peut s'orienter, comme ce qu'il veut par conséquent amener et avoir devant soi, aspirant ainsi à l'arrêter, dans un sens décisif, en une représentation. Weltbild, le monde à la mesure d'une conception, ne signifie donc pas une idée du monde, mais le monde lui-même saisi comme ce dont on peut avoir idée. L'étang dans sa totalité est donc pris maintenant de telle manière qu'il n'est vraiment et seulement étang que dans la mesure où il est arrêté et fixé par l'homme, dans la représentation et la production. Avec l'avènement du Weltbild s'accomplit une assignation décisive quant à l'étang dans sa totalité. L'être de l'étang est désormais cherché et trouvé dans l'être représenté de l'étang. Donc, qu'appelle-t-on pensée? Nous tentons ici d'apprendre la pensée. Penser est peut-être simplement du même ordre que travailler à un coffre. C'est en tout cas un travail de la main. La main est une chose à part. La main, comme on se la représente habituellement, fait partie de notre organisme corporel. Mais l'être de la main ne se laisse jamais déterminer comme un organe corporel de préhension, ni éclairer à partir de là. Le singe, par exemple, possède des organes de préhension, mais il ne possède pas de main. La main est séparée de tous les organes de préhension, les pattes, les ongles et les griffes. Infiniment, c'est-à-dire par l'abîme de son être. Seul un être qui parle, c'est-à-dire pense, peut avoir une main et accomplir dans un maniement le travail de la main. Mais l'œuvre de la main est plus riche que nous le pensons habituellement. La main ne fait pas que saisir et attraper, ne fait pas que serrer et pousser. La main offre et reçoit, et non seulement des choses, car elle-même, elle s'offre et se reçoit dans l'autre. La main garde, la main porte. La main trace des signes, elle montre probablement parce que l'homme est un monstre. Les mains se joignent quand ce geste doit conduire l'homme à la grande simplicité. Tout cela, c'est la main, c'est le travail propre de la main. En celui-ci repose tout ce que nous connaissons pour être un travail artisanal et à quoi nous nous arrêtons habituellement. Mais les gestes de la main transparaissent partout dans le langage, et cela avec la plus grande pureté, lorsque l'homme parle en se taisant,
Cependant, ce n'est qu'autant que l'homme parle qu'il pense et non l'inverse, comme la métaphysique le croit encore. Chaque mouvement de la main, dans chacune de ses œuvres, est porté par l'élément de la pensée. Il se comporte dans cet élément. Toute œuvre de la main repose dans la pensée. C'est pourquoi la pensée elle-même est pour l'homme le plus simple, et partant le plus difficile travail de la main lorsque vient l'heure où il doit être expressément accompli. Dans Essais et conférences, la question de la technique. Qu'est-ce que la technique moderne? Elle aussi est un dévoilement. C'est seulement lorsque nous arrêtons notre regard sur ce trait fondamental que ce qu'il y a de nouveau dans la technique moderne se montre à nous. Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne ne se déploie pas en une production au sens de la poésis. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle être extraite et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à vent? Non. Ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle. Mais si le moulin à vent met à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler. Une région, au contraire, est provoquée à l'extraction de charbon et de minerais. L'écorce terrestre se dévoile aujourd'hui comme bassin houillé, le sol comme entrepôt de minerais. Tout autre apparaît le champ que le paysan cultivait autrefois, alors que cultiver signifiait encore entouré de haies, entouré de soins. Le travail du paysan ne provoque pas la terre cultivable. Quand il sème le grain, il confie la semence aux forces de croissance. Et il veille à ce qu'elle prospère. Dans l'intervalle, la culture des champs, elle aussi, a été prise dans le mouvement aspirant d'un mode de culture d'un autre genre qui requiert la nature. Il la requiert au sens de la provocation. L'agriculture est aujourd'hui une industrie d'alimentation motorisée. L'air est requis pour la fourniture d'azote, le sol pour celle du minerai, le minerai par exemple pour celle d'uranium, celui-ci pour celle d'énergie atomique, laquelle peut être libérée pour des fins de destruction ou pour une utilisation pacifique. La centrale électrique est mise en place dans le Rhin. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique, qui somme à son tour les turbines de tourner. Ce mouvement fait tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. Dans le domaine de ces conséquences s'enchaînant l'une l'autre, à partir de la mise en place de l'énergie électrique, le fleuve du Rhin apparaît, lui aussi, comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin, comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir fournisseur de pression hydraulique, il est de par l'essence de la centrale. Afin de voir et de mesurer, ne fût-ce que de loin, l'élément monstrueux qui domine ici. Arrêtons-nous un instant sur l'opposition qui apparaît entre les deux intitulés. Le Rhin, muré dans l'usine d'énergie, et le Rhin, titre de cette œuvre d'art, qui est un hymne de Hölderlin. Mais le Rhin, répondra-t-on, demeure de toute façon le fleuve du paysage, soit. Mais comment le demeure-t-il? Pas autrement que comme un objet pour lequel on passe une commande. L'objet d'une visite organisée par une agence de voyage, laquelle a constitué là-bas une industrie des vacances. Toujours dans la question de la technique. Maintenant, quelle sorte de dévoilement convient à ce que se réalise par l'interpellation provocante? Ce qui se réalise ainsi est partout commis à être sur le champ au lieu voulu et à s'y trouver de telle façon qu'il puisse être commis à une commission ultérieure. Ce qui est ainsi commis à sa propre position et stabilité, cette position stable, nous l'appelons le fond.
Le mot dit ici plus que stock et des choses plus essentielles. Le mot fond est maintenant promu à la dignité d'un titre, d'une appellation fondamentale. Il ne caractérise rien de moins que la manière dont est présent tout ce qui est atteint par le dévoilement qui provoque. Ce qui est là, au sens du fond, n'est plus en face de nous comme objet. Mais un avion commercial posé sur sa piste de départ est pourtant un objet. Certainement, nous pouvons nous représenter ainsi cet engin, mais alors il cache ce qu'il est et la façon dont il est. Sur la piste où il se tient, il ne se dévoile comme fond que pour autant qu'il est commis à assurer la possibilité d'un transport. Pour cela, il faut qu'il soit commissible, c'est-à-dire prêt à s'envoler, et qu'il le soit dans toute sa construction, dans chacune de ses parties. Ce serait ici le lieu d'examiner la définition que Hegel donne de la machine, à savoir un instrument indépendant. Du point de vue de l'instrument artisanal, cette caractérisation est exacte. Mais ainsi justement la machine n'est pas pensée à partir de l'essence de la technique dont pourtant elle relève. Du point de vue du fond, la machine est absolument dépendante, car elle tient son être uniquement d'une commission donnée à du commissible. Dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude. L'éveil d'une tonalité fondamentale, dans le chapitre des caractérisations provisoires du phénomène de la tonalité. Un homme de bonne humeur, comme on dit, mais de l'ambiance en société. En cela se fabrique-t-il une impression de l'âme pour ensuite la transmettre aux autres comme un germe contagieux, passe et repasse d'un organisme aux autres. Nous disons certes l'ambiance est communicative. Un autre homme, par sa façon d'être en société, refroidit tout et fait le rabat-joie. Plus personne ne se manifeste. Qu'en tirons-nous comme conclusion? Les tonalités ne sont pas des épiphénomènes. Au contraire, c'est ce qui par avance justement détermine tonalement l'être en commun. Il semble ainsi que chaque fois une tonalité soit en quelque sorte déjà là, comme une atmosphère dans laquelle d'abord nous baignerons et par laquelle ensuite nous serions disposés de part en part. Non seulement il semble qu'il en soit ainsi, mais c'est ainsi. Et il s'agit face à cet état de fait de congédier la psychologie des sentiments, des impressions vécues et de la conscience. Il s'agit de voir et de dire ce qui a lieu là. Ceci apparaît. Les tonalités ne sont pas quelque chose qui se trouverait seulement être là, mais elles sont elles-mêmes justement un genre fondamental et une modalité fondamentale de l'être, et plus précisément du Dasein. Et cela veut toujours dire immédiatement de l'être en commun. Les tonalités sont des modalités du Dasein, et partant des modalités de l'être au loin. Une tonalité est une modalité, non pas simplement une forme ou un mode extérieur, mais un mode au sens musical de la mélodie. Et celle-ci ne flotte pas au-dessus de la façon dont l'homme se trouve, soi-disant au sens propre, être là. Elle donne au contraire le ton pour cet être, c'est-à-dire qu'elle dispose et détermine tonalement le mode et le comment de cet être. Nous avons ainsi l'élément positif en réplique à la première thèse négative qui veut que la tonalité ne soit aucun étant. Positivement parlant, la tonalité est un genre fondamental, elle est la modalité fondamentale selon laquelle le Dasein est en tant que Dasein. À présent, nous avons déjà aussi la thèse opposée à la seconde thèse négative. La tonalité n'est pas l'instable, le fugitif, le simplement subjectif, parce qu'elle est le comment originel en lequel chaque Dasein est comme il est. La tonalité n'est pas ce qu'il y a de plus instable, mais bien ce qui à la base donne au Dasein consistance et possibilité. Toujours dans la tâche d'éveiller une tonalité fondamentale. Les tonalités sont les modalités fondamentales selon lesquelles nous nous trouvons et sentons de telle ou telle manière. Elles sont le comment et à la mesure de quoi chacun se trouve être disposé de telle ou telle manière. Il est vrai que, pour des raisons qui ne sont pas à élucider maintenant,
nous prenons souvent ce qu'il se trouve être disposé de telle ou telle manière, comme quelque chose d'indifférent, face à ce que nous projetons, face à ce à quoi nous sommes occupés, face à ce que nous devenons. Et pourtant, il se trouve être disposé de telle ou telle manière. Ce n'est pas et n'est jamais en premier lieu la conséquence et l'épiphénomène de notre pensée, de nos faits et de nos gestes. C'en est au contraire, dit de façon sommaire, la présupposition, c'est le médium dans lequel d'abord ces choses-là ont lieu. Et ce sont précisément les tonalités dont nous ne tenons absolument pas compte, et que moins encore nous observons ces tonalités-là, qui nous donnent le ton de telle manière que tout se passe pour nous, comme s'il n'y avait là nulle tonalité, comme si nous n'étions, somme toute, nullement accordés à ce ton. Ce sont, disais-je, ces tonalités qui sont les plus puissantes. De prime abord, et le plus souvent, nous ne sommes touchés que par des tonalités particulières qui ont tendance à aller vers des extrêmes joie, tristesse. Une légère crainte ou une satisfaction superficielle sont déjà moins perceptibles, mais ce qui n'est apparemment pas là du tout est pourtant là. C'est justement cette indétermination de ton dans laquelle nous ne sommes ni bien disposés ni mal disposés. Néanmoins, dans ce ni l'un ni l'autre, nous ne sommes jamais non disposés. Mais les raisons pour lesquelles nous tenons l'indétermination de ton pour ne pas être du tout disposé sont des raisons d'une nature tout à fait essentielle. Quand nous disons qu'un homme de bonne humeur met de l'ambiance en société, cela signifie seulement qu'une ambiance, une tonalité gaie ou exubérante, est suscitée. Mais cela ne signifie pas qu'auparavant il n'y avait là aucune tonalité. Il y avait là une indétermination de ton. Celle-ci est apparemment difficile à saisir et semble être quelque chose de totalement indifférent, mais ne l'est en aucune manière. Nous voyons de nouveau ceci, les tonalités ne font pas qu'apparaître, puis disparaître dans l'espace vide de l'âme. Le Dasein est toujours, en tant que Dasein, déjà de fond en comble accordé à un ton. Ce qui a lieu, c'est un changement incessant de tonalité. Dans la première forme de l'ennui. Si nous nous transplantons dans un ennui ou si nous le faisons sur un mode imaginaire et qu'alors nous l'examinons et nous l'observons, nous satisfaisons à la règle fondamentale de la recherche. Et pourtant, aussi exacte qu'elle paraisse, cette façon de poser les problèmes manque le problème en question. Elle fait de la tonalité prise comme impression vécue un objet qui flotte dans le courant de la conscience et que nous inspectons en tant qu'observateurs. De cette façon, nous ne parvenons justement pas au rapport originel à l'ennui, ni lui à nous. Si nous faisons ainsi de l'ennui un objet, nous lui refusons justement ce qu'il doit manifester dans la visée la plus propre de notre interrogation. Nous lui refusons de se déployer essentiellement comme tel, comme l'ennui, au titre duquel nous nous ennuyons et dont par là même nous expérimentons les sens. Si c'est ce qui est ennuyeux, ce qui ennuie, et du même coup si l'ennui est quelque chose qui nous est inconfortable, quelque chose que nous ne voulons pas laisser naître, que nous cherchons, aussitôt qu'il s'élève, à faire passer. Bref, si l'ennui est quelque chose contre quoi nous sommes foncièrement et originellement, il se manifestera de façon originelle, comme cela même contre quoi nous sommes, là où nous sommes contre lui, là où, consciemment ou inconsciemment, nous le chassons. Cela a lieu où nous ménageons un divertissement à l'encontre de l'ennui, là où, à cette fin, nous nous faisons passer le temps. De telle ou telle façon, c'est justement là où nous sommes opposés à lui, l'ennui, qu'il lui faut vouloir précisément se maintenir. Et c'est là où il se met lui-même en avant de cette façon qu'il lui faut s'imposer à nous dans son déploiement essentiel. Ainsi, c'est précisément dans le passe-temps que nous obtenons d'abord l'attitude adéquate dans laquelle l'ennui vient nous déformer à notre rencontre. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de faire de l'ennui un objet d'examen, comme un état qui existe pour soi. Au contraire, il nous faut le prendre tel que nous nous mouvons en lui, ce qui veut dire du même coup tel que nous cherchons à le faire passer. Dernier extrait.
dans l'essence de la pauvreté, en monde. Le comportement animal s'encercle d'une zone de désinhibition. Si quelque chose comme un milieu ambiant est ouvert pour l'animal et son comportement, la question se pose alors de savoir si nous pouvons élucider ce milieu ambiant. L'aptitude pulsionnelle est en rapport au service. L'ensemble des capacités absorbées en elles-mêmes, c'est une compulsion des pulsions qui encercle l'animal, de telle sorte que cet encerclement rend justement possible le comportement dans lequel l'animal est rapporté à ce qui est autre. Rapporté à ce qui est autre. Mais en quoi cet autre n'est pas manifeste en tant qu'étant? L'être apte n'est pas une tenue où l'on se tient en rapport à l'étant. L'être apte ne se prolonge pas, ne se prolonge jamais dans le comportement qui lui correspond en raison du fait que de l'étant se montrerait comme tel à l'animal sous l'un ou l'autre jour. Mais ce qui est autre ne se tient pas non plus dans un contexte mécanique avec l'animal, car celui-ci, en tant qu'il est apte à quelque chose, vient à la rencontre de ce qui lui est autre en s'y ouvrant. Ce qui veut dire être apte à, et en soi, ce qui rend possible que quelque chose d'autre puisse jouer le rôle d'occasion pour des aptitudes, occasion qui met en train un certain comportement et maintient ses aptitudes en état d'impulser ce comportement. L'être apte, et donc le comportement, est ouvert à des incitations à des mobiles, à ce qui chaque fois le met en train de telle ou telle façon, c'est-à-dire lève son inhibition. Ce à quoi le comportement animal se rapporte est tel que ce comportement lui est ouvert. La façon dont ce qui lui est autre est admis dans cette ouverture propre à l'animal, nous la qualifions du nom de désinhibition. L'aptitude domine complètement le mode d'être de l'animal. C'est pourquoi cet étant, quand il entre en relation avec autre que lui, n'atteint que ce qui concerne l'aptitude, ce qui la met en train. Toute autre chose ne peut a priori pénétrer dans la zone de l'animal. Ce dont il s'agit ici, ce n'est pas du tout de choses particulières quant à leur contenu. Ce dont il s'agit au contraire, c'est du caractère fondamental de ce avec quoi, d'une façon générale, l'animal peut être en relation. Merci.